Bonjour à tous et à toutes au laboratoire de recherche sur les publics de la culture. Mon nom est Marie-Claude Larouche. Je suis enchantée de vous rencontrer aujourd'hui. Je suis co-directrice du laboratoire avec Marie-Claude Lapointe et professeure au département des sciences de l'éducation. Bienvenidos a todos y a todas. On va avoir trois présentations qui vont nous être présentées par notre coordonnatrice du laboratoire, qui est Camille Saint-Georges, qui est coordonnatrice au laboratoire depuis mars 2020, qui est étudiante à la maîtrise en lettres en profil études littéraires à l'UQTR sous la direction d'Hervé Gué, qui est récipiendaire aussi d'une bourse du CRSH pour un projet de recherche intitulé La figure du créateur et ses résonances mythologiques, lecture mythocritique du théâtre de Carole Fréchette et de Larry Tremblay. Rebonjour et bienvenue à tous. Et Camille, je te passe la parole. Génial, merci Marie-Claude. Bienvenue tout le monde à cette 6e édition du Midi Recherche. Je remercie nos participantes aujourd'hui de s'être prêtées au jeu du Midi Recherche, qui est une formule assez rapide pour prendre connaissance des travaux en cours des chercheurs, des professionnels et aussi des étudiants membres du laboratoire. Tout ça, évidemment, dans le but d'élargir les collaborations entre les membres, mais aussi de permettre la discussion entre des professionnels de différentes disciplines. Donc, je vous rappelle la marche à suivre. Vous aurez au maximum 10 minutes pour faire votre présentation, suivi ensuite d'une période de discussion d'environ 5 minutes. Et je vous demande, s'il vous plaît, de respecter les temps demandés. Je vais vous indiquer dans la zone clavardage quand il va vous rester 1 minute à présenter pour que vous puissiez vous préparer à conclure. Mais je vais aussi devoir vous interpeller de vive voix si vous dépassez vos 10 minutes. Donc, je vais partager mon écran si vous me le permettez. Ce ne sera pas très long. Et voilà. Donc, vous voyez le plan de match de la rencontre à l'écran. D'abord, Chantal Provost de l'Université du Québec à Montréal nous présentera la recherche-création comme nouvelle forme de recherche à l'université. Laura Trivino-Cabrera nous présentera ensuite Culture médiatique et culture muséale, une alliance pour la pédagogie critique féministe, Laura venant de l'Université de Malaga. Et finalement, Stéphanie Saint-Onge nous présentera l'expérience esthétique en contexte scolaire, Stéphanie étant une étudiante de l'Université Laval. Donc, commençons sans plus tarder. J'invite notre public à utiliser la zone clavardage s'ils ont des remarques, des interventions, des commentaires à faire pendant les présentations, puis on pourra y rebondir par la suite dans les discussions. Donc, Chantal, je t'invite à te préparer à prendre la parole, puis moi, de mon côté, je vais te présenter. Donc, Chantal Provost est doctorante en études et pratiques des arts à l'UQAM et directrice adjointe des études au Collège de Bois-de-Boulogne. Sa recherche doctorale porte sur la recherche-création au Québec. Ses travaux de recherche ont également touché au domaine de l'histoire, de l'éducation et de la médiation culturelle et ont été publiés dans diverses revues scientifiques comme l'Annuaire théâtral, les Cartables de Clio, Éducation et francophonie et le Bulletin d'histoire politique. Elle a été vice-présidente du conseil d'administration d'Artenso, un centre de recherche en milieu collégial en médiation culturelle, et est aussi membre de différents groupes de recherche. Donc, Stéphanie, je te... Parfait. Alors, je vais procéder au partage d'écran. Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Tout le monde voit mon écran, c'est bien parti. Donc, je vous présente les travaux issus de ma thèse de doctorat qui est fraîchement déposée et qui sera soutenue cet automne, qui porte donc sur la recherche-création. L'objet de ma présentation aujourd'hui est de vous faire un aperçu de cette thèse-là en 3 temps, puisque c'est une thèse par article qui comporte trois angles un peu moins explorés de la recherche-création. Sans faire entrer dans les débats de définition, je vous mets une définition de recherche du Québec sur ce que c'est la recherche-création. Donc, un exercice, une recherche qui repose sur l'exercice d'une pratique créatrice ou artistique soutenue, une problématisation de cette pratique-là, une transmission et une présentation et une diffusion des expérimentations menées ou des résultats obtenus dans le cadre des projets de recherche-création, quelle qu'en soit la nature, auprès de la relève étudiante, des pairs et du grand public. Donc, une recherche en pratique artistique, mais qui, somme toute, comporte des paramètres assez traditionnels de la recherche, un questionnement, une problématique, une diffusion. Néanmoins, depuis à peu près un peu plus d'une vingtaine d'années, depuis la création des premiers programmes en recherche-création, elle suscite de nombreux questionnements et débats puisqu'elle soulève des enjeux.
un enjeu notamment de positionnement et de financement parce que la recherche et la création est exercée en milieu artistique professionnel. Donc, qu'est-ce qui distingue une recherche-création universitaire d'une recherche en milieu professionnel? C'est une question qui a été largement soulevée. Elle est financée donc aussi par les conseils de recherche en recherche, mais est également aussi financée par les conseils des arts. Donc, qu'est-ce qui va distinguer un artiste professionnel œuvrant en milieu universitaire dans le milieu professionnel? Interdisciplinaire au sens où les projets de recherche-création sont souvent interdisciplinaires, voire intersectoriels, et suscitent des collaborations nouvelles entre les milieux professionnels artistiques également. Un enjeu méthodologique, comment on fait cette forme de recherche-là? Quelles sont les approches méthodologiques qu'on doit emprunter? Quelles connaissances va-t-on produire? Souvent des savoirs tacites, plus implicites, situés. Quel type de produit alors qu'on a affaire à des objets artistiques et des objets de recherche à la fois? Donc, comment les diffuser également? Et un enjeu sujet-objet, puisque souvent les recherches-créations portent à partir de l'œuvre générée par le chercheur-créateur lui-même. Donc, ça m'a amené à explorer 3 paramètres. Au Québec, la littérature a été beaucoup sur la définition de la recherche-création et des méthodologies. Donc, les premiers penseurs se sont beaucoup attardés à ces questions-là, mais au fil de mes lectures, ce que j'ai découvert, c'est que la question de son historique était plus ou moins définie, plus ou moins abordée par les chercheurs. Donc, j'ai proposé dans le premier article de ma thèse un cadrage socio-historique de la recherche-création. Je vais vous montrer un peu en 3 temps comment j'ai proposé ce cadrage-là. Le deuxième article porte sur les modes de production de connaissances. Qu'est-ce que j'entends par un mode de production de connaissances? C'est comment on fait la science et la recherche. Et comment, dans les grands paradigmes dominants, se situe la recherche-création au Québec. Je me suis basée sur un ouvrage qui date de 1994, mais qui a été largement cité dans le milieu scientifique, c'est The New Production of Knowledge de Gibbons et ses collègues, qui parle à partir des années 1940 d'un passage d'un mode 1 à un mode 2 de la science. Et je vais vous expliquer un peu ces 2 modes-là brièvement et comment finalement j'ai fait un essai théorique par l'anasynthèse et des analyses inférentielles de ces caractéristiques-là, comment ça s'adapte à la recherche-création. Et un 3e article qui porte sur la question de la diffusion. C'est la rencontre de 2 chercheurs-créateurs en art vivant. J'ai voulu savoir c'est quoi leur pratique de diffusion et quelle est la place notamment du numérique dans la diffusion de la recherche-création. Donc, dans le cadre de mon premier article, c'est à la suite d'une rencontre avec Yves Gingras et d'un article qu'il a publié en 1990 qui porte sur l'institutionnalisation de la recherche que j'ai voulu adapter ce modèle-là. Donc, Gingras nous dit toute discipline universitaire se consolide en 3 temps, ce qu'il nomme des invariants. Une première émergence de la pratique où on voit les premières initiatives de cette forme de recherche-là ou de cette discipline-là. Un deuxième temps où on institutionnalise la pratique, notamment par la création de programmes au cycle supérieur ou encore par une structure de financement de la recherche. Et une 3e phase où on crée une communauté et une identité de chercheurs. Ces 3 temps-là s'adaptaient bien, je trouvais, à la recherche-création. J'ai donc situé l'émergence de la pratique à la fin des années 60, puisqu'on voyait pour la première fois l'introduction des programmes d'art à l'université et un premier mot recherche et création qu'on retrouve dans des documents d'archives officiels, notamment par l'intégration des écoles des beaux-arts à l'UQAM et aussi à l'Université Laval. Donc, progressivement, un corps professoral formé d'artistes qui va modifier la façon de concevoir la recherche. Un deuxième temps, à la fin des années 90, où les premiers programmes d'études au cycle supérieur vont être créés, puis au début des années 2000, puisqu'on aura du côté du FCAR et FQRSC maintenant, les premiers fonds de recherche dédiés à la recherche-création. Le CRSH va emboîter le pas par la suite, et un volume de recherche qui va se développer à partir des années 2000, notamment en arts médiatiques et numériques. C'est là où on a une prégnance de développement de projets de recherche-création. Et à partir des années 2000, on va remarquer des colloques, des canaux de diffusion, des revues, des publications scientifiques qui commencent à fédérer une communauté de chercheurs-créateurs autour de questions communes. Mon deuxième article, comme je vous disais tantôt, le modèle de Gibbons propose un mode 1 au mode 2 de la science. Un mode 1 classique, c'est le paradigme scientifique classique où on envisage la formation de la science, surtout à l'intérieur de l'université, de manière assez hiérarchique et disciplinaire. Le mode 2 parle davantage d'une recherche de type plus appliqué, R&D, en contexte d'application, avec différents acteurs, des collaborations nouvelles, des formes d'évaluation nouvelles. Alors, je me suis intéressée à regarder la pertinence de ces caractéristiques-là, de les adapter et de faire des propositions et des schématisations à partir donc, du mode 2 que j'ai revisité en regard de la recherche-création. Le tableau que vous voyez là est évidemment
pas tout ne fait pas l'exhaustivité des exemples que j'ai trouvés, mais c'est plus pour vous illustrer comment un contexte d'application, ça peut se transférer en recherche-création. Bien évidemment, ça peut être le studio, le laboratoire, l'atelier. Ça peut être une jonction entre le milieu professionnel et artistique et l'université. Un savoir transdisciplinaire, c'est non seulement une rencontre de différentes disciplines, mais une variété de produits qu'on observe en recherche-création. Des savoirs aussi qui sont non textuels, qui sont générés. La diversité de la structure organisationnelle est souvent aussi présente en recherche-création, puisque à travers la production, le mode de financement, mais aussi les temporalités. Hein. Créer en recherche-création, on n'a pas la même temporalité que la recherche. Donc, il y a aussi toute une diversité qui est remarquée dans la structure. Des recherches souvent très ancrées dans le social, aussi dans les projets de recherche-création, ce qu'on constate. Une méthodologie qui fait place plus à la subjectivité, quand c'est le chercheur-créateur lui-même qui réfléchit sur sa pratique. Et revisiter aussi la notion d'évaluation, notamment par les pairs, puisque c'est une évaluation plus asymétrique qui est souhaitable, à la fois des objets plus artistiques par la communauté professionnelle, mais également scientifiques, et des critères qualitatifs qui vont pouvoir interférer ou questionner des façons plus traditionnelles d'évaluer la recherche. Ce qui m'a amené justement à m'intéresser à deux chercheurs créateurs, Jean-Paul Quéinec, qui est professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi et titulaire de la chaire en dramaturgie sonore, qui s'intéresse au son au théâtre, que j'ai rencontré, et Louis-Patrick Leroux de l'Université Concordia, qui s'intéresse lui aussi également au théâtre, mais aussi à l'univers circassien. Et je me suis intéressée à différents projets de recherche-création. Et l'objectif de mes rencontres avec eux était de recueillir à la fois leur perception sur ce que c'est la recherche-création, mais également quelles sont leurs pratiques de diffusion, surtout lorsqu'on est en art vivant. J'ai mis cette citation-là de Jean-Paul Quéinec qui illustre bien l'objet un peu singulier qu'est la recherche-création. Pour lui, c'est un bateau qui prend l'eau, qui est toujours sur le point de chavirer, et c'est tant mieux s'il chavire. Il y a quelque chose d'instable dans la définition, qui n'est pas figé, qui invite à renouveler les pratiques de recherche et qui invite à questionner aussi les modes traditionnels de diffusion. La prégnance de l'écrit, de l'article scientifique ou du livre sont très présents encore comme mode de diffusion de la recherche. Qu'en est-il quand on est un chercheur-créateur en art vivant? Au fil des discussions avec eux, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait deux concepts qui me semblaient particulièrement porteurs, multimodal et hybridité, au sens où il y avait des croisements publics de formes de diffusion, de lieux de diffusion, et multimodal au sens où quand la production ou le produit de la recherche est à la fois du son, une prestation théâtrale et un écrit, eh bien, on a affaire à différents codes sémiotiques, mais aussi des codes visuels, des codes sonores, des codes gestuels, et on a un spectateur qui doit mobiliser différentes formes aussi par rapport à tout ça. Je les ai questionnés sur des exemples d'usage du numérique dans leur diffusion, et ce que j'ai constaté, c'est qu'ils utilisaient une diffusion du direct, beaucoup le site web qui était un peu leur carnet de recherche, où ils diffusaient aussi à la fois le processus. Donc, en recherche-création, le processus est aussi, sinon pas plus important que le produit, qui n'est pas nécessairement un produit fini. Et que la notion même de diffusion était à revisiter, au sens où on parlait davantage d'exposition, voire de transmission des données de ces archives-là. Et donc, l'extrait que je vous montre a été notamment publié dans l'annuaire théâtral, où ce sont des photos des différents projets de recherche-création par ces deux créateurs-là. Donc, ça amène à revisiter les concepts officiels de diffusion de la recherche scientifique et à avoir une place aussi pour le lecteur ou le spectateur qui est différente là, dans ces formes de recherche-là. Je terminerai sur des pistes pour des futures recherches parce que ça a ouvert la voie à différents questionnements, évidemment. La place et le rôle du public en recherche-création est plus ou moins connu ou défini ou serait exploré davantage. C'est-à-dire que, notamment en art vivant, Jean-Paul Quéinec avait à cœur notamment la place de ce public-là, notamment quand on parle de transmission qui n'est pas seulement en direct, mais qui est diffusée en différents temps. Ça déplace le public, et il y a aussi un objectif ou une finalité différente de produire des œuvres artistiques en contexte professionnel qu'en recherche-création. Des formes de communication scientifique aussi à revisiter, notamment la communication scientifique directe, l'usage des archives. Les deux chercheurs-créateurs rencontrés ont beaucoup parlé des masses et des masses d'archives qui pouvaient accumuler au fil de leur recherche. Et la question de la littérature grise aussi est à explorer. Quelle est cette littérature grise en contexte de recherche-création? Qu'est-ce qu'on amasse comme données et qu'est-ce qui serait intéressant
d'évaluer. Puis enfin, l'évaluation demeure un sujet aussi à explorer davantage dans ce contexte-là. Et voilà, je pense que ça fait le tour et je viens de voir le petit 1 minute. Donc, avant de me faire couper, je vais conclure. Exactement. Merci beaucoup, Chantal. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que pour une étudiante en lettres, on voit ça assez souvent, là, donc des étudiants qui se dirigent vers une recherche en création, mais c'était la première fois que j'avais l'occasion d'en savoir un petit peu plus, surtout du côté historique. Donc, merci pour cette présentation-là. Pour les gens qui voudraient intervenir, l'idéal, ce serait de lever la main avec la fonction lever la main sur Zoom ou bien d'écrire dans la zone clavardage si vous avez des questions. Donc, je donnerai la parole à Hervé. Oui, merci beaucoup de cette présentation qui permet de faire le tour puis qui présente, j'ai beaucoup apprécié en particulier la présentation du contexte socio-historique qui montre bien que toutes les formes de recherche s'instituent dans un certain temps, puis les 3 temps que vous avez cités d'Yves Gingras sont intéressantes. Ma question va porter plutôt sur, vous appelez ça, la littérature grise en contexte de recherche-création. Je voudrais savoir ce que vous entendez par littérature grise. En fait, ce que j'ai surtout vu dans les écrits sur la littérature grise, c'est surtout dans le domaine des sciences. Et donc, il y a peu de documentation dans les sciences humaines ou dans le domaine des arts. C'est tous les essais et erreurs des chercheurs ou les documents qui ne font pas officiellement partie de la diffusion des résultats de recherche. Et en contexte de recherche-création, il me paraissait que ce concept-là devrait être approfondi davantage parce que ça fait partie à la fois du processus. Donc, autrement dit, les traces, les expérimentations, les essais-erreurs un peu des chercheurs créateurs que j'ai rencontrés, ils les documentent, mais ils ne les diffusent pas nécessairement. Et souvent même, cette base de données-là ou d'expérimentation-là, quel qu'en soit le domaine, pourrait servir à d'autres chercheurs pour explorer. C'est un réservoir de données un peu sous-utilisé. Alors, c'est en ce sens-là que je trouvais que le concept, plus utilisé de ce que j'ai vu en sciences, pourrait peut-être être intéressant à pousser davantage du côté de la recherche-création. Merci, ça m'éclaire sur ce que vous entendez par littérature grise. Et pour ma part, je peux peut-être dire, parce que j'ai dirigé quelques étudiants en recherche-création, et je les incite toujours à quand même aborder cette question-là, puisque une grande partie de la recherche-création fonctionne par essai-erreur. D'aborder aussi les éléments qui ont fonctionné et les éléments qui ont moins bien fonctionné, de la même manière que pour n'importe quel chercheur. Le fait d'avoir étudié quelque chose et le fait que l'hypothèse de recherche, par exemple, plutôt que d'être confirmée, est infirmée, mais ça vaut la peine de le dire aussi, parce que ça empêche, ça fait en sorte qu'un autre chercheur qui se pose les mêmes questions va peut-être pouvoir tirer profit de ça. Je vous remercie en tout cas, c'est très intéressant ce que vous faites comme travaux. Merci. Merci beaucoup, Hervé. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Le public est silencieux aujourd'hui, d'accord? Oui. S'il n'y a personne d'autre, moi, je vais allez-y, Hervé. Parce que c'est une question que je trouve très, 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 très intéressante parce que je suis amené moi-même, par exemple, à évaluer des projets de recherche-création, en plus que les 2 collègues en question que vous avez, qui vous ont servi de cobaye pour vos recherches. Pardonnez-moi, le nom est je le dis d'une manière sympathique ici. C'est des collègues que je connais très, très bien. Justement, au sujet de l'évaluation de la recherche-création, est-ce que votre recherche vous a amené à considérer si la manière dont on le faisait actuellement était une manière valable de le faire? Je pense en particulier au fait que quand il y a des thèses ou des maîtrises qui se font en recherche-création, il y a presque toujours des gens qui sont plutôt des évaluateurs qui ont une base sur la base des théories qui sont ou des méthodes qui sont considérées dans la recherche en question. En fait, ce que je veux dire, pour le dire plus simplement, il y a souvent des évaluateurs qui sont des gens qui ont plutôt un parcours théorique et d'autres évaluateurs qui ont plutôt des parcours en recherche-création même.
Est-ce que vous jugez que cet équilibre-là est souhaitable ou vous pensez qu'il y aurait d'autres façons de faire qui pourraient être meilleures? Grosso modo, je voudrais savoir ce que vous pensez de l'évaluation actuelle qu'on fait de la recherche-création, si vous pensez qu'elle est juste ou qu'elle demande à être perfectionnée. Moi, je pense qu'il demande à avoir d'abord une étude plus précise sur comment fonctionne l'évaluation en recherche-création avant de me prononcer. De l'expérience que j'ai eue avec les 2 chercheurs créateurs et de d'autres chercheurs créateurs rencontrés, c'est qu'il y avait des paradoxes dans l'évaluation qui étaient soulevés. Je vous donne un exemple dans le cas de Louis-Patrick Leroux, obtenir une subvention de FRQSC et de mettre de l'avant que la plateforme numérique allait être un lieu intéressant pour archiver et documenter ces données lui a permis d'obtenir la subvention. Mais lors des évaluations subséquentes, comme produit de la recherche et comme mode de diffusion, cette méthode-là n'était pas reconnue. Donc, il y a des éléments d'incohérence qui existent actuellement dans les mécanismes d'évaluation. Et effectivement, j'ai eu vent aussi de beaucoup de comités de sélection où cette évaluation, quand j'appelle asymétrique, c'est qu'il y a une partie de gens de ce que vous appelez plus théorique ou plus pratique, n'ont pas les mêmes compréhensions des critères. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est à peaufiner ou à tout le moins à mieux expliciter dans ces démarches d'évaluation-là. Quel est le poids des critères plus artistiques versus des critères plus traditionnels scientifiques? Il y a aussi le fait qu'on va dans les différents concours, et ça, c'est encore une fois les chercheurs créateurs qui m'ont partagé ça, le poids de l'écrit, hein, le fameux pointage ou les fameuses analyses bibliométriques qu'on peut faire de combien de fois j'ai publié ou j'ai été cité demeure encore présent. Est-ce que c'est le meilleur moyen pour les chercheurs de se qualifier en recherche-création? Je ne suis pas certaine. Donc, c'est comme s'il y avait encore une cohabitation de critères, somme toute, assez classiques, de composition des jurys de pairs puis de l'interprétation des critères qui demeurent à être revisités. Mais il n'y a pas tant de recherches que ça qui ont été faites. Encore une fois, il y a Fournier ou il y a Gingras qui ont regardé un petit peu plus ces contextes-là, l'évaluation notamment au Conseil des arts, mais ça s'est fait en milieu professionnel artistique et pas tellement du côté du financement de la recherche en milieu universitaire et de la recherche-création en particulier. Malheureusement, Chantal, je vais devoir vous couper ici. On a déjà atteint nos 5 minutes de discussion. Ça va vite, hein, on s'en rend compte. Mais je serais prête à passer tout de suite du côté de Laura, donc pour la 2e présentation. Merci encore, Chantal, pour ta présentation. Je remets ça 2 petites secondes, désolée. Donc, parfait. Donc, Laura, je vous invite à vous préparer. De mon côté, je vous présente notre conférencière. Donc, Laura est professeure titulaire de didactique des sciences sociales à l'Université de Malaga, en Espagne. Elle est la directrice du département de didactique des mathématiques, des sciences sociales, des sciences expérimentales et la coordonnatrice du master de genre, encore une fois, à l'Université de Malaga. Directrice du laboratoire de recherche sur la didactique des humanités multimodaux, elle a aussi obtenu le prix Bonne pratique éducative en 2019. Elle est l'auteure du livre « Elle aussi peignait », publié en 2011. Elle s'intéresse notamment aux questions de multimodalité, de littératie critique féministe, de culture médiatique, de femmes artistes, d'esthétique et de pédagogie critique. Donc, j'arrête le partage d'écran et Laura, je vous laisse la parole et l'écran. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez voir la présentation? Oui, c'est parfait, merci. Merci. Bonjour, je voudrais remercier l'invitation à participer à ce midi recherche. C'est un honneur pour moi d'être membre du laboratoire de recherche sur le public de la culture. Avant tout, je suis désolée par mon niveau de français. Je vais essayer de me faire comprendre le mieux possible. Je vais présenter un axe de recherche basé sur l'alliance entre la culture médiatique et la culture muséale, qui relève le défi d'introduire la perspective féministe dans la formation des professeurs de sciences sociales. Depuis que j'ai commencé l'enseignement dans le champ de la didactique des sciences sociales, une question s'est constamment posée.
pourquoi il y avait-il autant de réticences au moment d'introduire différents sujets concernant le féminisme parmi mes élèves, les futurs enseignants. En conséquence, il est essentiel de développer la pédagogie critique féministe dans la formation des professeurs en utilisant la culture médiatique comme ressource. La pédagogie critique féministe permet de contrer les discriminations, les interactions telles que le sexisme, la discrimination ethnoculturelle, le racisme ou l'hétérosexisme, les stéréotypes, les langages, les programmes d'études. Par conséquent, notre proposition est d'introduire la culture médiatique dans les classes des sciences humaines, suivant la voie de Walker. L'enseignement et l'apprentissage seront beaucoup plus affectifs si nous parvenons, à travers l'utilisation de la culture médiatique, que les étudiants connectent émotionnellement avec l'information acquise. Malgré le fait que les étudiants expriment leur intérêt pour les moyens de communication de masse, youtubers, vidéoclips, jeux vidéo, bandes dessinées, ils considèrent que ces derniers, identifiés par eux-mêmes comme de la sous-culture, ne peuvent pas être présents dans la classe contrairement à la culture légitime, la culture muséale. Pour élaborer cette intégration de la perspective féministe, la culture médiatique et la culture muséale, nous avons développé un plan de recherche basé sur la déconstruction de vidéoclips pop en créant les autres histoires du musée du Louvre et qui a été appliqué dans les matières du master universitaire pour l'enseignement de l'éducation secondaire obligatoire de l'Université de Malaga. Nous aimerions mettre en évidence l'importance du fait que les professeurs en formation passeront à analyser de façon critique. Le clip Apache de Beyoncé et Jay-Z a produit leur propre vidéoclip fondé sur la visibilité de l'altérité, les autres histoires des musées, dans ce cas les genres, la race, la classe sociale et le corps. C'est pour cela que nous suggérons que les professeurs de sciences sociales adoptent un profil de philosophie activiste qui leur permettra d'une part de traiter les produits audiovisuels de façon critique et d'autre part de déconstruire ces récits audiovisuels jouant le rôle d'actrices visuelles. Le plus grand acteur au musée du Louvre est l'homme blanc privilégié, masculin, élitiste, hétérosexuel, impérialiste et colonial, comme Napoléon. Les étudiants considèrent ainsi leurs connaissances acquises comme des faits passés, véritables et universels. Ils perçoivent comme protagonistes principaux des groupes dominants, politiques, économiques et culturels des sociétés développées et laissent en marque de l'histoire l'immense majorité des femmes. Beyoncé et Jay-Z se mettent en scène devant des icônes de l'art classique et institutionnel blanc occidental. Les clips ont aussi pour mission de mettre en lumière des œuvres représentant des non-blancs. Beyoncé réalise une chorégraphie avec ses danseuses devant l'immense tableau, le Sacre de Napoléon. Jay-Z, quant à lui, devant le radeau de la Méduse, un tableau qui a été lu comme une critique de l'esclavage, de la traite négrière et de la domination coloniale française. Beyoncé représente la visibilité des femmes de race noire. Il est important d'enseigner l'histoire de toutes les femmes. Le deuxième projet est intitulé Au musée du Prado et elles sont également femmes, développé avec l'enseignante Marta Marín Corbera. Nous avons fait une vidéo inspirée par le style musical trap, plus précisément une vidéo très célèbre en Espagne, intitulée Velázquez, Est-ce que je suis belle? Il s'agit d'un clip qui raconte l'histoire de la protagoniste de la peinture de Velázquez, Les Ménines. L'affiche bouge sa bouche
c'est-à-dire que les personnages de l'œuvre d'art prennent vie. Notre vidéo voulait attirer l'attention sur la visibilité des femmes comme sujets dans le cas de l'art comme artiste, donnant comme exemple la première exposition dédiée à l'œuvre d'une femme artiste, Clara Peters, dans le Musée national du Prado, et une deuxième exposition dédiée à Sophonis Vanguissola et Lavinia Fontana. Donc, nous avons fait une vidéo pour expliquer aux enfants de 6 et 12 ans la biographie de 3 femmes artistes. Vous pouvez voir les vidéos en espagnol et en français sur le canal YouTube Ellas También Pintar. Je vais projeter en séquence. Ops! Bonjour à tous, je m'appelle Martha et aujourd'hui je vais vous présenter quelques peintres qui ont fait partie de notre histoire. Voulez-vous m'accompagner dans cette aventure? Plus haute, je vais vous entendre. D'accord, on y va! Les peintres que je vais présenter s'appellent Sophonis Vanguissola, Lavinia Fontana. Coucou, vous êtes arrivé très vite. Je m'appelle Sophonis Vanguissola et je vais vous raconter ma vie. Je suis née en 1533 à Crémone, une ville de l'Italie. Ma famille était composée par 9 personnes. Mon père, ma mère, mon frère et mes 5 sœurs, et bon, moi aussi. Attention, ici, vous pouvez voir ma famille, mon père, ma sœur et mon frère, et aussi mon petit chien. Ici, connaissons de mon talent, comme Sophonis va. Pendant toute ma vie, j'ai peint dans beaucoup de villes à l'Italie, comme Florence et Rome, et c'était là où je suis mort en 1614. Écoutez, savez-vous que les femmes à cette époque ne pouvaient pas travailler ni étudier? Oui, c'est horrible. Elles devaient obéir à son père ou, si elle était reine, à ses maris. Et leur travail était s'occuper de leur famille et faire les tâches ménagères. Pour conclure, il s'agit d'un processus éducatif qui les avait menés à compétences comme la compréhension, la pensée critique, la créativité, la conscience culturelle et la citoyenneté féministe. Merci beaucoup par votre attention. Génial, merci beaucoup Laura. Je venais vous écrire qu'il vous restait 1 minute, vous m'avez devancé. Donc, merci pour cette présentation. Puis, je voudrais quand même un peu souligner le fait que certaines de ces étudiantes dont vous parlez dans votre présentation sont présentes avec nous présentement, je crois. Donc, Martha et Elisa. Donc, je trouve que c'est un très beau projet en collaboration donc, avec les étudiantes de l'université. Encore une fois, j'invite les gens à faire des commentaires dans la zone clavardage ou à lever la main si vous avez des questions. On a Myriam dans les commentaires justement qui nous dit que c'était très intéressant. Donc, j'appuie à ce niveau-là aussi. Donc, je laisse la parole à notre public. Est-ce que quelqu'un aurait une intervention à faire? Oui, merci beaucoup, Laura. Muchas gracias para esta presentación sumamente interesante. Je poserai ma question peut-être aux gens qui t'accompagnent aujourd'hui, donc les étudiantes de ce programme de maîtrise en enseignement des sciences humaines et sociales, si je comprends bien, pour voir comment elles pensent appliquer peut-être toutes ces idées-là, comment ça inspire leur pratique pédagogique qu'elles vont développer dans le futur ou qu'elles développent peut-être déjà dans leur classe. Donc,
Peut-être, je ne sais pas si, no sé si Marta y Lisa, ustedes entienden el francés o si Laura tendría tal vez que traducir para ellas. Muchas gracias. Marta? Oui, oui. Est-ce que vous pouvez répéter la question Oui. parce que ma mère a commencé à parler. J'aimerais savoir le dispositif que vous avez expérimenté en classe dans les cours de la formation à l'enseignement des sciences humaines et sociales. Comment est-ce que vous pensez pouvoir, quel intérêt ça peut représenter pour vous une fois avec vos futurs élèves, soit dans des classes du primaire ou du secondaire? Comment vous pensez pouvoir opérationnaliser ça, mettre ça en pratique? L'intérêt que vous y voyez par rapport à vos futurs élèves? Bon, en premier lieu, je m'excuse pour Non, non. mon français parce que est un peu bon. Euh, En fait, le vidéo est réel, est fait par un cours réel, dans le sens que les élèves de 6 ans avons l'intérêt pour connaître les peintres féminines. Bon, j'ai décidé avec Laura de faire les vidéos parce que c'est une façon plus facile de voir le peintre pour les enfants de 6 ans et aussi pour porter la culture muséistique, oui, dans l'école primaire. Et il a été une expérience très positive. Et à la fin, j'ai trouvé que les enfants ont compris plus. Et merci à cette vidéo. Non, je ne sais pas quelque chose dire en plus. Il était la première fois que les élèves, les enfants connaissent la profession d'artiste. Nous croyons que c'est très positif que les élèves connaissent la culture à travers des femmes artistes. Comme si la médiation numérique que vous faites autour des œuvres, en employant aussi toute la technique du remix, permet d'établir une relation plus affective avec les œuvres, on va dire, du patrimoine culturel, en empruntant la tendance du remix, la médiation numérique avec les médias sociaux. Je comprends que dans les classes du primaire, ce sont des tentatives que vous allez faire, que vous avez déjà testées auprès des élèves, si je comprends bien. Oui, aussi avec les dessins, était plus prochain pour les enfants. Et comme vous pouvez voir dans les vidéos, il y a des pauses, des petites pauses pour lâcher. Oui, les enfants penser et encore répondre. Et une interaction entre les vidéos et les enfants. OK. D'accord. Merci. En effet, merci. Je trouve que c'est très, très enrichissant comme dispositif. Puis certainement, j'ai l'impression qu'on pourrait l'appliquer aussi ici au Québec. Là, il y a une grande part de notre histoire
en peinture notamment, mais où peut-être les femmes sont un peu laissées de côté. Donc, c'est certainement un dispositif qui pourrait être intéressant ici aussi. Donc, merci beaucoup, Laura. Merci, Martha, aussi d'avoir pris la parole. C'est très apprécié. C'est pas grave du tout pour le français. Au contraire, on est très heureux là, que vous soyez avec nous aujourd'hui pour en discuter. Mais malheureusement, le temps passe vite, donc je serais déjà prête à passer à notre dernière présentation. Je vais partager l'écran encore une fois. Ce ne sera pas très long, désolée. Donc voilà, on a maintenant Stéphanie Saint-Onge que j'invite à commencer à se préparer. Et moi, je vais vous la présenter. Stéphanie fait un doctorat en didactique du français à l'Université Laval sous la direction de Marion Sauvert et de Denis Simard. Elle a d'abord complété un baccalauréat et une maîtrise en études littéraires et a poursuivi avec un DESS en enseignement collégial et une maîtrise en enseignement dont le projet lui a valu d'ailleurs le prix d'innovation en enseignement de la poésie. Elle s'intéresse actuellement à l'expérience que peuvent faire des élèves en 5e secondaire au contact d'une œuvre littéraire. Donc, Stéphanie, j'arrête le partage d'écran et je te laisse la parole. Génial. Merci Stéphanie. En tout cas, c'est très intéressant. Il est déjà 1 heure, donc ça passe vite quand on est en bonne compagnie. Hein? Donc, j'aimerais remercier nos conférencières, évidemment, donc Chantal, Laura et Stéphanie de s'être prêtées au jeu. Remercier les gens qui nous ont accompagnés aujourd'hui pour ce Midi Recherche, mais aussi ceux qui vont nous écouter en différé sur YouTube dans les prochains jours, semaines, mois, qui sait. Donc, une bonne main d'applaudissements virtuels ou réels pour nos participantes aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venus au Midi Recherche. Et moi, je remercie Camille Saint-Georges, une pro à l'animation comme toujours, et je vous invite au prochain Midi Recherche qui aura lieu le 18 novembre, organisé par Marie-Claude Lapointe, co-directrice du laboratoire, sur le livre numérique avec plusieurs partenaires. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci. Bonne journée. Bon après-midi tout le monde. Merci.